Bonjour à ceux qui nous rejoignent. Deuxième partie de cette matinale d'infos sur Public Sénat avec la presse quotidienne régionale, les Indés radios, 130 radios qui sont nos partenaires sur tout le territoire français, les télés locales de France et Télé 5 Monde, vous le savez, qui est notre partenaire international. Pour vous interroger ce matin, bonjour Adrien Quatennens, merci d'être là, député de la France Insoumise du Nord. Vous avez eu un peu de mal à nous rejoindre sur ce plateau, il fait très froid dehors. Et je vous remercie d'être là également ce matin. Stéphane Vernet qui dirige la rédaction et le bureau parisien de Ouest France. Merci d'être là. Et bien sûr Marcelo Westfred du Figaro pour Public Sénat. Bonjour. Merci d'être là Marcelo. Adrien Quatennens, après le discours d'Emmanuel Macron à Bastia et globalement sa visite en Corse, les nationalistes sont furieux. Ils l'ont montré hier. Est-ce que vous partagez leur déception ? En tout cas, je comprends qu'ils le soient. Mais si vous voulez, il y a besoin dans cette affaire d'une discussion apaisée. Moi, je vais vous dire franchement, en républicain convaincu et jusqu'au bout, je considère qu'il y a des revendications qui ne sont pas, a priori, des revendications que je porterais, moi, qui viennent des nationalistes. Mais néanmoins, la République ne peut pas être systématiquement imposée de force. Et là, on a derrière nous quand même 3 votes successifs qui ont donné l'avantage aux nationalistes. Par conséquent, ça ne peut se régler que par une discussion apaisée. Alors Emmanuel Macron, hier à Bastia, il a surtout donné dans le symbole, parce qu'il a parlé d'évoquer la Corse dans la Constitution française. Bon, c'est un pas pour dire qu'il veut discuter sur le reste et sur les revendications d'ailleurs que portaient ses interlocuteurs. Il a été intransigeant. Je pense que la méthode a quelque chose d'assez effectivement peut-être rude, et je comprends qu'il soit déçu. Dans tous les cas, moi ce que je dis, c'est qu'il n'y aura pas d'issue et de sortie positive dans cette affaire sans une discussion apaisée, y compris peut-être sur les moyens, parce que Emmanuel Macron a eu raison sur un point. Il a redit aussi les manquements qu'il y avait, qui expliquent les disparités qu'il y a entre l'île et le continent, et donc la nécessité d'y mettre des moyens. Pour autant, je n'ai pas vu qu'il ait fait des annonces claires et précises, notamment en termes de moyens et d'effectifs. Alors Adrien Quatennens, justement, très précisément, est-ce qu'il y a au moins... Citez-moi par exemple une revendication des nationalistes qui trouve, grâce à vos yeux, qu'est-ce que le gouvernement aurait pu proposer à Bastia hier ? Écoutez, en tout cas sur la reconnaissance dans la Constitution du peuple corse, ça a le mérite d'être une avancée. Pour le reste, sur les revendications, clairement, elles me gênent ces revendications, je le dis franchement, mais je pense qu'il faut pouvoir discuter. Par exemple, sur la question de la langue. Moi, je pense qu'on pourrait entamer une discussion sur ce sujet, à la condition que ça ne soit pas indiscriminant. Par exemple, vous voyez, dans le cas d'une embauche. Voilà. Mais on devrait pouvoir discuter sur ce sujet-là. De la co-officialité de la langue corse. Hein. Oui, ce qui ne retire rien au fait que, et là pour le coup Emmanuel Macron l'a bien dit hier, qu'il y a une langue française qui reste la langue officielle. Par contre, effectivement, si on avance sur ce sujet de la reconnaissance et de la co-officialité des langues, il faut surtout veiller à avoir un verrou pour que ça ne soit pas indiscriminant. Après, clairement, sur l'amnistie politique, non, enfin, je veux dire, on peut pas l'accepter. Même s'il y a d'autres sujets sur lesquels on pourra avancer, par exemple le rapprochement des détenus de leur famille, ça c'est un sujet pour le coup. Et il y a des droits en France là-dessus. Donc je pense qu'il y a un terrain possible de discussion. Par contre, c'est clair que la méthode d'Emmanuel Macron hier, qui a été d'abord de donner à voir une avancée par la Constitution, mais derrière d'être vraiment de fermer la porte à toutes les revendications, ça risque de tendre la discussion. Est-ce que l'État n'a pas déjà beaucoup fait pour la Corse? Quand on regarde, il y a déjà des statuts dérogatoires en matière fiscale. Quand on regarde le nombre d'emplois publics, il est très supérieur, par exemple, à la moyenne nationale. Oui, mais il y a encore des particularités propres, pour le coup, au cas corse. C'est-à-dire, en gros, il y a une situation d'insularité. Et il y a encore, je pense, des déficits à combler, y compris en termes d'accès aux services publics. La population en Corse, par exemple, est plus vieille. Il faut par conséquent avoir des moyens supplémentaires, peut-être, par exemple, pour le vieillissement de la population. Bon, il y a pas mal de pistes de réflexion possibles, pour moi, en termes de moyens et d'effectifs, pour pallier aux disparités entre l'île et le continent. Et je pense qu'il faut que le dialogue se poursuive. Vous voyez, même si ça ne nous met pas toutes et tous en bonne posture, clairement, il y a ce fait qu'il y a eu 3 élections et que la démocratie, eh bien, ça existe. Et 3 élections qui ont donné l'avantage aux nationalistes. Donc il faut une discussion. Pour vous, c'est le côté insulaire de la Corse qui justifie le fait de pouvoir adopter des mesures ou des aménagements spécifiques. Vous parlez de la langue, si on reconnaît l'officialité ou on fait des aménagements pour la langue corse, pourquoi on ne le ferait pas pour les Bretons, pour les Basques, pour les Alsaciens ? Je suis d'accord avec vous, c'est un problème. C'est un problème. Moi, je vous dis, sur ces revendications-là, je ne les porterai pas. Mais comment se place la France Insoumise, qui est quand même un parti qu'on a le sentiment, où on a la perception de la France Insoumise, la perception d'un parti très un peu jacobin sur le côté la République une et indivisible. Donc du coup, vous avez raison, mais y compris, je pense qu'il faut peut-être dans une discussion chercher à convaincre nos interlocuteurs.
Vous voyez, là aujourd'hui, si on est sur quelque chose de simplement ferme, définitif, et qu'on est sur front contre front, ça ne fonctionnera pas. Moi, je pense vraiment que nous devons tenir compte quand même de ces 3 élections et avoir une discussion apaisée. Après, oui, vous avez raison, moi je vous le dis, c'est vrai que les revendications qui sont posées ne nous conviennent pas personnellement. On ne peut pas faire autrement que de voir que la situation leur a donné l'avantage et que donc il faut avoir une discussion raisonnable. Quand même, on peut se satisfaire du fait qu'on soit passé de la démocratie et de quelque chose qui est de l'ordre du politique à précédemment ce que nous voyons, c'est la situation où il y avait usage de la violence. De ça, ils sont revenus. Donc je pense clairement qu'il faut une discussion apaisée. Adrien Quatennens, sur le front social, alors aujourd'hui, il devait avoir lieu une manifestation des cheminots qui est annulée pour cause de neige. Les syndicats de fonctionnaires appellent à une journée de mobilisation le 22 mars. Est-ce que vous diriez que enfin la fonction publique se réveille? La fonction publique, mais pas qu'elle. Moi, je pense que globalement, le pays se réveille. C'est-à-dire qu'il y a un effet un peu, pour moi, gueule de bois après l'ivresse et la sidération aussi qu'avait provoqué l'élection d'Emmanuel Macron. Vous voyez, je pense que depuis ce début d'année, on le voit, la tonalité change, y compris d'ailleurs, je le note dans les médias. Il y a des intellectuels aussi qui soutenaient Emmanuel Macron qui tout doucement commencent à s'en écarter ou à être plus critiques. Ce qui est en train de se produire finalement, c'est que derrière la révolution promise, c'était le titre de son bouquin par Emmanuel Macron, on voit en fait qu'on a là juste le ravalement de façade du vieux monde qui poursuit les mêmes politiques libérales. Moi je le dis, Emmanuel Macron finalement nous met en retard, parce qu'il offre un sursis au libéralisme et à l'impasse qu'on connaît de ce modèle. Donc là, vous avez de multiples secteurs de la société qui sont à des points de rupture. Je pense par exemple à la santé. Vous avez vu la situation dans les EHPAD. Quiconque a fait l'expérience récente pour soi-même ou pour sa famille ou ses proches de l'hôpital public peut dire que c'est extrêmement tendu. Beaucoup de services publics ne tiennent plus que par le dévouement absolu, extrême des agents qui s'y emploient. Il y a besoin, clairement... Il est responsable d'un passé quand même. Pardon ? Macron, il est responsable d'un passé. Lui, vous voulez dire ? Oui. Bah aussi, oui, d'autant plus qu'il était ministre de l'économie. Il n'est pas responsable de ce qui s'est passé depuis 10 ou 15 l'occurrence, ans dans ces problèmes. c'est bien de le dire. Enfin, le quinquennat précédent, il a quand même joué un rôle assez prégnant en tant que ministre quand même. Donc si vous voulez, moi ce que je dis, c'est qu'il est en train d'offrir un sursis à des politiques qui ont déjà fait la preuve de leur inefficacité. On organise la pagaille finalement, que ce soit par les ordonnances travail, qui, on l'a vu dès le début d'année, par ce mouvement de facilitation des licenciements qu'elles poursuivent, font que vous avez toutes sortes d'entreprises qui se jettent dessus pour faciliter les licenciements. Vous avez de bon nombre maintenant d'annonces qui ont été faites depuis le début d'année. Vous avez aussi clairement la question budgétaire. Il y a des choix budgétaires. Alors Emmanuel Macron, il a pour lui sa cohérence, c'est très clair. Mais quand Bruno Le Maire nous dit il faut faire le pari de la confiance que si on libère les énergies, c'est-à-dire en gros, si on libère le capital, il va correctement s'allouer. Ça ne se vérifie pas. Mais pourquoi ça ne prend pas alors? Puisqu'on entend ce que vous dites, mais globalement, on n'a que des revendications, des mouvements sectoriels qui ne s'élargissent pas. Voilà, et ben vous visez juste. Le problème que nous avons, et nous en avons fait l'expérience lors de la séquence des ordonnances. Nous avions là un combat noble et nous pensions avoir, en tout cas moi je reste persuadé, qu'il y avait les ingrédients sur la table pour le gagner. Nous avons pâti de plusieurs choses. D'abord, alors que, en tant que mouvement politique, nous étions au renfort des syndicats dès le mois de septembre, même avant, nous avions commencé à agiter l'opinion sur le sujet dès le mois de juillet, nous avons vu non seulement une division du front syndical, qui fait que tout le monde en pâtit, mais aussi une division du mouvement politique et du mouvement syndical. À cette heure, si nous partageons les objectifs, il faut pouvoir travailler ensemble. Nous avons besoin d'une convergence, non seulement des différentes luttes, pour ne pas se contenter de luttes sectorielles, mais nous avons aussi besoin d'arrêter avec cette bêtise qui consiste à dire, comme certains responsables syndicaux parfois ont pu le dire, que jamais ils ne tiendraient la même banderole qu'un politique par principe. Je pense que c'est une erreur, parce que je le dis, il y a dans le pays des énergies pour résister à ce que nous voyons sous nos yeux, et nous pouvons faire tout autrement. Moi, ce qui me dérange le plus, c'est ça, si vous voulez. C'est que je fais chaque jour le constat que non seulement Emmanuel Macron nous met en retard des grands défis que nous avons à relever sur le plan social, sur le plan écologique, mais je pense que nous pourrions faire tout autrement et que le pays déborde d'énergie pour faire autre chose. Alors, à propos ces ordonnances, par exemple. À propos de ces énergies, on sait que la France insoumise s'intéresse beaucoup à la jeunesse. Il y avait la volonté aussi de mobiliser autour des réformes du bac, de l'accès à l'université. Là non plus, ça marche pas, ça colle pas, ça démarre pas. Vous tirez des conclusions un peu hâtives quand même. Enfin, mais regardez soyons clairs, c'est pas à la hauteur de ce que vous attendiez. Si vous voulez qu'on se penche sur l'état du mouvement social dans ce pays, il faut quand même repartir du quinquennat précédent, parce que vous vous souvenez que la loi El Khomri non, mais sur a la raison question de la d'ailleurs. jeunesse, J'y viens, mais la mobilisation de manière générale, c'est-à-dire que nous, en tant que mouvement politique, notre but, c'est de convaincre par l'argumentaire. Vous voyez, donc on essaye. Là, il y a dans le pays partout des zones de frémissement, de revendication
sectorielles, vous l'avez dit. Notre but est de donner un sens à tout ça, d'essayer de faire converger. Et y compris sur la jeunesse, oui, nous essayons, nous distribuons plus d'1 million de tracts ont été distribués par les militants de la France Insoumise qui viennent au renfort des forces syndicales sur le terrain. Nous essayons de créer des passerelles entre tout ce monde et surtout d'alimenter le débat public. Vous voyez, souvent les revendications sectorielles, elles n'intéressent pas que le secteur concerné. Si on parle par exemple de l'organisation du travail dans ce pays, mais tout le peuple français est intéressé à la manière dont on organise le travail, vous voyez. Donc nous, notre but, c'est d'essayer d'être à la fois un pied dans les institutions avec le débat parlementaire, mais aussi un pied à l'extérieur, y compris dans le relais des luttes sociales, écologiques que l'on voit dans ce pays, et de donner sens à tout ça pour avoir un projet crédible alternatif. Adrien Quatennens, député de la France Insoumise, notre invité ce matin dans Territoire d'Info. Présentation par Gérard Collomb, le ministre de l'Intérieur, de la police de sécurité du quotidien. Ce matin, on ne sait pas très bien ce qui sera vraiment annoncé par le ministre, mais on a vu quand même quelques pistes, notamment les policiers consultés ont considéré qu'ils avaient trop de tâches administratives. Ça, vous pouvez l'entendre. Oui, et moi je veux dire que comme vous, je suis très attentiste sur ce qu'il va y avoir et ce qu'on va faire de cette police dite de proximité. Personnellement, nous, avec la France Insoumise, notre programme s'est déployé en une multitude de livrets. Il y a notamment un livret qui est le livret sécurité, qu'avait coordonné mon collègue Hugo Bernalicis, où nous proposons toute une série de mesures pour un retour à la raison. Vous voyez, nous voulons réhabiliter, par exemple, le terme de gardien de la paix, plus que celui de force de l'ordre. Et sur la question de la police, oui, je pense que nous avons besoin de pacifier les relations entre les citoyens et leur police. Mais vous voyez, toutes les propositions qui viennent de la France Insoumise dans le cadre du débat parlementaire, et moi je juge que c'est un vrai problème. Si vous voulez, nous avons fait la démonstration dans ces 7-8 mois de mandature déjà, que pour le coup, nous ne sommes pas les sectaires de la bande. Parce que nous acceptons de nous laisser convaincre par notre adversaire. Vous voyez, il m'arrive personnellement de voter ponctuellement des amendements qui viennent de la majorité, pourquoi pas même de la droite. Vous pourriez être d'accord avec Gérard Collomb à l'issue de sa présentation ce matin. Voyons ce qu'il va mettre dedans et surtout les moyens. Vous voyez, le gros problème qu'on a aussi, c'est qu'il y a toujours plein de belles annonces, mais derrière, il y a quand même Mais sur le problème des tâches administratives, vous comprenez les policiers qui ont été consultés. Moi, personnellement, je vais vous dire, j'ai rencontré en circonscription des syndicats de police. Ce dont souffre aussi la police, c'est le syndrome de la bâtonnite et de la politique du chiffre. Tout le monde le dit. C'est-à-dire qu'ils passent un temps fou à devoir rendre des comptes administratifs, oui, sur leurs tâches. Voyez, et plutôt que de demander du résultat qualitatif, on est sur une politique du chiffre qui fait par exemple, et c'est tout le problème, que sur certains délits, au moment où vous les constatez, il y a la résolution de l'affaire qui se fait tout de suite, et donc on en est là, on en est à une politique du chiffre, qui n'est pas finalement rationnelle. Vous aviez porté des propositions, par exemple, notamment sur le récépissé de contrôle d'identité, pour qu'il y ait moins de contrôle, on va dire, au faciès. Vous l'avez proposé, y compris dans une niche parlementaire il y a quelques jours, et il n'y avait personne dans l'hémicycle, absolument personne. Est-ce qu'il y a un problème d'absentéisme chez les députés de La République En Marche ? Alors, juste, je vous réponds sur le premier point, sur le récépissé. Vous faites bien d'en parler quand même, parce que, vous voyez, typiquement, le choix des 5 propositions de loi que nous avons portées dans la niche parlementaire, nous avons fait des choix qui, de notre point de vue, pouvaient recueillir le soutien de la majorité. Sur le récépissé, c'est Emmanuel Macron lui-même qui, au mois de mars dernier, avait dit « Oui, il y a trop de contrôle d'identité », ce sont ses mots, avec de la vraie discrimination. C'est lui qui l'avait dit. C'est un problème parce que, vous voyez, en Espagne, par exemple, où le récépissé a été essayé, on a vu que le nombre de contrôles d'identité diminuait et que, par contre, leur taux de succès augmentait de manière significative. Bon, restons-en là sur ce débat, puisque pour le coup, et on y vient, il a été rejeté. Alors, sur l'absentéisme, moi, je vais dire une chose, je n'ai pas l'ancienneté de certains pour en juger. Globalement, moi, je trouve que l'assiduité, y compris dans les travaux de commission, parce qu'il faut le dire, parfois l'hémicycle est vide, mais il y a aussi les travaux de commission à côté. L'assiduité me paraît plutôt bonne. Alors après, c'est clair qu'il y a des séances ponctuellement où il y a moins de députés présents, et je comprends aussi qu'à l'image, c'est un problème. Vous voyez, nous sommes le groupe La France Insoumise qui est le plus actif, y compris en termes statistiques, même si on doit pouvoir relativiser ça, parce que je vous dis, il y a tous les travaux à côté. Moi, je pense que c'est nécessaire de faire cette démonstration que nous sommes appliqués à la tâche. Vous voyez, même nous, à 17, et alors que nous savons que nous avons en face de nous une majorité pléthorique qui va de toute façon rejeter en bloc tout ce qui vient de nous, eh bien, nous nous astreignons à être très présents dans le travail parlementaire. On a quand même l'impression que dans le débat public, en tout cas, c'est les Républicains actuellement qui commencent à vous chipper l'étendard de premier opposant que vous aviez conquis depuis le mois de juin. Non, je ne le pense pas, pour la raison que l'espace politique qu'occupe Emmanuel Macron, qui est une espèce de pompe aspirante du libéralisme qui aille du PS jusqu'à la droite,
finalement laisse assez peu de place à la droite que représente M. Wauquiez, sauf à aller, c'est ce qu'il fait d'ailleurs, sur les terres de l'extrême droite. Alors là, il y a l'effet des 2 élections partielles législatives qu'ils viennent de remporter, mais moi je les analyse avec un élargissement de la focale. D'abord, ce qu'il faut voir, c'est que il y a un recul d'Emmanuel Macron, on le voit dans l'opinion, mais on le voit, du coup, on le vérifie aussi dans les urnes. Puis moi, ce qui m'intéresse, c'est de voir que la France insoumise, qui au mois de juin, en l'occurrence dans ces circonscriptions, qui clairement pour nous est des circonscriptions difficiles, était 4e, passe devant le Front National, ce qui est un succès, Front National qui recule nettement. Et donc nous sommes, oui, la France insoumise, la première force d'opposition populaire dans ce pays, et nous portons l'humanisme écologique et social que nous revendiquons. Stéphane Werner. Police de sécurité du quotidien. Autre sujet dans l'actualité du jour, ce matin, à l'issue du Conseil des ministres, il y aura une présentation du projet de loi de programmation militaire. Quel est le regard que vous portez sur la situation de l'armée, les moyens à lui donner? Comment est-ce que vous participez vous, en tant que député France Insoumise, à ce type de débat? Alors, moi, à titre personnel, je ne participe pas à ces travaux, puisque ce n'est pas ma commission de rattachement, mais je peux vous dire qu'il y aura tout à l'heure, par la France Insoumise, une conférence de presse à l'Assemblée nationale, à laquelle participera notamment Bastien Lachaud, mon collègue qui s'occupe des questions de défense avec Alexis Corbière et Jean-Luc Mélenchon. Vous allez faire des contre-propositions ? Oui. Je sais qu'ils vont formuler un certain nombre de contre-propositions, mais vous savez, y compris sur la question de l'armée, la France Insoumise s'attache non pas à l'étiquette, mais plus au contenu. Et vous voyez, certains étaient surpris de voir que, y compris sur ces sujets-là, sur la géopolitique ou sur les stratégies de défense, eh bien, nous étions en pointe. Peut-être ne savez-vous pas que sur les positions de la France insoumise, d'un nouvel indépendantisme français, notamment en rupture avec l'OTAN, eh bien, nous avons un cahier de la revue de la défense nationale, 150 pages, sur les propositions de Jean-Luc Mélenchon et de la France insoumise en matière de géopolitique et de défense. Et y compris des gens qui sont des hauts gradés de l'armée et dont on pourrait a priori penser qu'ils ne sont pas avec nous, nous ont dit, quoi qu'il en soit, vous êtes la force politique qui a fait sans doute le plus gros travail sur le sujet. Donc vous voyez, c'est ce que nous essayons de faire. Sur tous les sujets, être présent et faire la démonstration derrière la radicalité d'un propos, je vous l'accorde. C'est une question de crédibilité pour vous, voulons, mais bien sûr. Vous voulez être crédible bien sur ces évidemment sujets-là aussi. Bien évidemment, c'est ce que nous voulons faire, c'est la démonstration que nous voulons faire. Oui, nous proposons une contre-société parce que nous pensons que les grands défis auxquels, de toute façon, nous sommes confrontés, défis démocratiques, on l'a encore vu par la grève civique qui s'annonce partout, et on l'a vu encore aux législatives partielles, par le défi social qui fait qu'aujourd'hui, la politique d'Emmanuel Macron, c'est 5% des ménages les plus riches qui vont profiter de 42% des réformes fiscales. Il y a également la question écologique qui nous met toutes et tous au pied du mur, et nous considérons que sur tous ces grands défis, eh bien, nous ne pouvons pas nous satisfaire d'ajustement à la marge. Il faut une contre-société, mais vous avez raison, nous y associons une parfaite crédibilité. La prochaine échéance, celle où justement vous pourrez voir si l'opinion publique rencontre vos propositions, ce sont les européennes. Or, hier, le Parlement européen a rejeté l'idée de liste transnationale. C'est quelque chose que vous regrettez ? Moi, je pense que ça aurait été une bonne chose qu'on ait à la fois des listes nationales et des listes transnationales. En tout état de cause, vous avez raison, le moment des élections européennes, ça va être une vraie clé de voûte. Moi, je suis surpris positivement de voir que partout où je me déplace, quel que soit le sujet que nous abordons maintenant, la question européenne vient beaucoup plus dans le débat public. Les gens ont compris que c'était la clé de voûte. Et nous, ce que nous avons expliqué, c'est notre position qui est de dire cette Europe telle qu'elle fonctionne, dans le cadre des traités actuels, il faut le dire, et moi je profite de votre antenne pour le dire ce matin, les traités actuels interdisent l'harmonisation sociale et fiscale. Par conséquent, dire qu'il y a une course au moins-disant social et que ça provoque la pagaille que l'on voit arriver partout en Europe, ça n'est pas, voyez, un dommage collatéral. Ça a été pensé comme ça, puisque les traités interdisent cette harmonisation. Par conséquent, il nous faut d'autres traités. C'est pourquoi, nous, ce que nous proposons, c'est d'avoir une négociation avec nos partenaires européens, une discussion raisonnable, même si nous avons des intérêts, y compris économiquement, divergents, pour revenir sur un certain nombre de choses. Par exemple, l'indépendance de la BCE. Par contre, il faut dire une chose. Nous avons pour nous l'expérience du cas grec, qui fait que nous savons qu'il ne suffit pas d'arriver à une table de discussion avec de belles propositions pour se faire entendre. C'est la raison pour laquelle nous avons aussi un plan B qui vise à dire que si nous ne pouvons pas nous entendre sur une réorientation, alors nous pouvons faire autre chose et nous nous préparons avec d'autres pays si nécessaire. Adrien Quatennens, beaucoup ont noté depuis que vous êtes à l'Assemblée nationale, depuis que vous avez été élu, votre éloquence, vos sens de la formule. Est-ce que la vie médiatique vous plaît ? Mais elle ne me plaît pas pour moi-même, si vous voulez. Moi, je ne mène pas le combat politique pour ma petite personne. Moi, ce qui m'intéresse, c'est de mettre ma pierre à l'édifice de quelque chose qui me dépasse largement. Sur beaucoup de plateaux, vous vous exprimez énormément. Oui, pour le coup, il y a quelque chose qui est de l'ordre de... Voilà, c'est quelque chose d'assez hasardeux finalement. Moi, qu'est-ce que j'ai fait ? Je suis arrivé à l'Assemblée nationale
Et j'ai eu l'occasion, sur les ordonnances travail, de faire cette première motion de rejet qui m'a donné l'occasion de parler une demi-heure. Bon, beaucoup de personnes m'ont découvert à ce moment-là. Depuis, je suis invité sur les plateaux. J'y vais tout à fait humblement, toujours avec mes arguments dans la besace. Et puis, ma foi, si le message passe, tant mieux. C'est quoi le petit pins là qui est à la boutonnière? Alors, ce petit pins, nous sommes nombreux à le porter. C'est un symbole de résistance aux idées de l'extrême droite. Vous voyez, ce symbole était le symbole que les déportés politiques portaient dans les camps de concentration. Merci. Adrien Quatennens, député de la France Insoumise du Nord, d'avoir été notre invité ce matin de Territoire d'Info. On passe au débrief de vos propos dans un instant. À tout de suite. Voilà. Adrien Quatennens quitte ce plateau, donc député de la France Insoumise du Nord. Jérôme Cordelier revient sur ce plateau ainsi qu'Olivier Allemand. Vous étiez présent dans la première partie de cette matinale d'info. Bonjour. Jérôme Cordelier, vous dirigez les éditions locales du Point. Et Olivier Allemand, vous êtes consultant de Public Sénat pour les questions de agriculture et territoire rurale. Voilà, on démarre tout de suite, si vous le voulez bien, avec le discours d'Emmanuel Macron à Bastia. Et puis globalement, sa visite en Corse qui a fortement rendu mécontents, on peut dire, les nationalistes. On a vu d'ailleurs dans les propos de la France Insoumise, représentée par Adrien Quatennens ce matin, qu'il y avait des points sur lesquels ils étaient d'accord avec Emmanuel Macron. Ils voulaient jouer le jeu. Et on pense en même temps que sur certains points, la reconnaissance du peuple corse, dans la Constitution, etc., ils veulent gagner une légitimité, la France Insoumise, Jérôme Cordelier. Voilà, c'est étonnant ça. Oui, enfin, certains propos de votre invité ont été étonnants aussi. Par exemple, il dit on veut imposer de force la République en Corse. Je ne vois pas où on impose de force la République en Corse. Au contraire même, puisque Emmanuel Macron a été et a discuté avec les uns et les autres. C'est vrai que de toute façon, par la force des choses évidemment, puisque institutionnellement les nationalistes ont pris du poids. Mais la question nationaliste a quand même, on l'a vu dans la première partie avec Olivier, a pris toute la place publique en Corse. Sur la co-officialité de la langue, vous avez entendu? Oui, j'ai entendu ça aussi, réaction. et je trouve ça étonnant, évidemment, puisque c'est ouvrir la boîte de Pandore des revendications territoriales, puisque... Il faut regarder, il a dit. Il faut regarder. L'identité régionale, l'identité territoriale passe par la langue. Donc si on commence à mettre sur le même statut, à égalité, la langue française et la langue corse, on aura la même chose en Bretagne, en Corse, pourquoi pas dans le Berry, en Alsace, Olivier Allemand, qu'il y a une forme de volonté d'avoir un sens des responsabilités de la part d'Adrien Quatennens ce matin. très concrètement. Notamment sur la Corse, non? Notamment sur la Corse. Pas mettre de l'huile sur le feu, du tout. Non, il a réaffirmé que la République était une et indivisible. Donc la France Insoumise ne se positionne pas comme étant un révolutionnaire, ce qu'on aurait pu là aussi attendre de ce groupe politique. Et c'est vrai qu'il a même parlé d'une discussion apaisée. Alors évidemment, hier, pour moi, la visite en Corse était du domaine du symbole. C'est normal que les nationalistes, quelque part, campent sur leur position, sur leurs revendications. Et c'est normal qu'Emmanuel Macron, en tant que président, réaffirme effectivement que la République... Et il le dit les yeux dans les yeux. Oui, complètement. Voilà. Et la discussion apaisée, je pense qu'elle viendra après. Mais je pense qu'il fallait effectivement avoir ce premier rendez-vous où chacun respecte les postures pour lesquelles ils ont été élus, en fait. Ouais. Alors, sujet d'actualité pas seulement aussi. élu. Président de la République française la Corse reste encore un territoire français, parce qu'il y a plus ample informé, donc c'est pas une posture non plus. Voilà. Alors, deuxième chose, présentation par Gérard Collomb ce matin de la police de sécurité du quotidien. Alors, on ne sait pas très bien ce qui sera vraiment annoncé par le ministre de l'Intérieur. Il y a quelques pistes qu'on connaît, notamment les policiers qui ont été consultés considèrent qu'ils ont trop de tâches administratives. Là-dessus aussi, vous avez entendu Adrien Quatennens sur ce plateau, donc député de la France Insoumise. À peu près d'accord là-dessus. Oui, là aussi, je trouve que effectivement, c'est assez étonnant. Après, c'est vrai qu'on ne sait pas trop ce que vont être les annonces ce matin de Gérard Collomb, parce que le travail administratif, il a gagné toutes les couches de la société et tous les métiers. C'est-à-dire qu'on fait tous plus de travail administratif quand même qu'autre chose. La politique du chiffre, il met en question. Oui. Non, c'est là que... Alors là, je trouve ça c'est très intéressant, parce que je trouve que là, donc... le représentant de la France Insoumise là a fait preuve d'intelligence, de finesse et de pragmatisme. C'est-à-dire, il a même dit, moi, je suis prêt à voter, même avec la droite, a-t-il dit, pour des projets qui iraient dans le bon sens, puisque dans le sens
donc du bien commun et de l'intérêt général. Donc ça, c'est une position plutôt pragmatique. De toute façon, sur la sécurité et la police de proximité, difficile d'avoir des divergences. Avec une sémantique différente, vous avez entendu ? Nous, on préfère des gardiens de la paix. Ouais. Voilà. D'autant qu'on ne sait pas précisément les décisions que va annoncer Gérard Collomb. Donc, mais c'est vrai que sur ces deux sujets, il y a quand même un sur la défense nationale aussi. Oui, mais il y a sur quand le même budget de la défense. Un positionnement très pragmatique, je trouve. Alors qu'on attend de la France insoumise, effectivement, d'avoir quelque chose de plus révolutionnaire, d'avoir un contre-modèle social quelque part. Et c'est vrai que sur ces deux sujets, c'est peut-être l'atmosphère du Sénat qui adoucit les mœurs. C'est ça. Sur le budget de la défense aussi, vous avez entendu. Il estime que la France insoumise doit faire et fait des propositions qui sont intéressantes et qui sont légitimes. Là aussi, il se positionne sur un sujet régalien. Vous pouvez les attendre en contestation de ça, or ils ne le sont pas. Oui, le problème, c'est que je pense que leurs électeurs ne les attendent pas sur ce terrain-là. Donc, on n'attend pas les positions de la France insoumise. Alors, quand on se veut un parti, un grand parti décidé à jouer le grand jeu politique, il faut avoir un avis sur tout, évidemment, et sur tous les domaines, et en particulier régalien. Mais la France insoumise n'est pas attendue par ses militants ni par ses électeurs sur ce genre de sujet. Ils peuvent avoir des positions, mais disons que pour ceux qui les suivent, ce ne sont pas le cœur du moteur. Alors, Olivier Allemand, sur la fronde sociale, par contre, là, ils sont attendus. Ils sont leur cœur de cible, j'allais dire. Oui, c'est leur cœur de cible, mais comme il l'a fait justement remarquer, il a admis à demi-mot, ils n'arrivent pas à mobiliser sur le terrain, ils n'arrivent pas à mobiliser les jeunes dans les conflits sociaux. Il a mis en cause un peu les syndicats en disant ils ne s'entendent pas. Complètement. On peut pas leur ils n'arrivent pas à fédérer les énergies contestataires autour d'eux. C'est exactement ça. Mais c'est vrai que c'est un vrai problème pour eux. Mais c'est un vrai problème. Et c'est un vrai problème en vue des élections européennes qui viennent. Parce qu'il parlait d'un discours et d'une ouverture avec les autres groupes politiques, mais ils sont fâchés avec le PC. Quelque part, on ne sait pas ce que les frondeurs de gauche vont faire, mais le congrès du Parti socialiste arrivant dans une quinzaine de jours, à mon avis, ils ne vont pas attirer beaucoup de monde de ce parti-là, donc ils vont rester quand même dans un corner qui est assez étroit. Merci Olivier Allemand, merci Jérôme Cordelier d'avoir été l'habitude de cette matinale d'infos. Ce matin, on passe aux Zap Monde, un résumé en quelques minutes de ce que vous devez savoir de l'actualité du monde. On regarde ensemble, à tout de suite. Je suis convaincue que l'accord de coalition que nous avons atteint peut être à la base d'un bon gouvernement. Mais le grand vainqueur de cette négociation semble bien être le SPD de Martin Schulz. Il engrange les ministères des Affaires étrangères, des Finances, du Travail et des Affaires sociales. Une garantie d'imprimer un virage à gauche pour l'Allemagne. Personne ne l'a oublié. Sœur Gloria Argotti travaillait ici, dans cet orphelinat de Karangasso, à plus de 300 km au sud-est de Bamako. Avec d'autres, cette sœur originaire de Colombie a mis en place un système de microcrédit pour les femmes. Une nouvelle preuve de vie de Sœur Gloria est parvenue aux autorités, envoyée par la principale coalition de groupes djihadistes du Sahel. La sœur franciscaine en appelle au pape François pour sa libération. Internet est un nouveau sujet de discorde entre les États-Unis et Cuba. Le département d'État américain a créé un groupe dont la mission consiste à développer l'accès à Internet et à l'information gratuite et non contrôlée sur l'île, une volonté rejetée par le gouvernement cubain et par des citoyens comme Alejandro, rédacteur pour le blog La Joven Cuba. Aujourd'hui, je pense qu'il est plus facile de s'affirmer. C'est pour cela que nous rejetons cette tentative d'interférence américaine dans notre politique et dans les problèmes que nous avons à Cuba. Reporters sans frontières a classé la liberté de la presse sur l'île en 173e position sur 180 pays dans le monde en 2017. À Washington, Ksenia Sobchak a reçu l'accueil d'une star. Cette présentatrice de TV-réalité a l'habitude des projecteurs et des unes de magazines. Mais la voilà désormais candidate à la présidentielle contre Poutine, avec un programme ambitieux, convaincre le président de quitter un jour le pouvoir en lui garantissant qu'il ne sera pas jeté en prison. Poutine ne veut pas que son successeur puisse utiliser l'appareil de répression contre lui. Il reste en place parce qu'il ne fait pas confiance à son entourage. Il sait qu'au moment où il quittera le pouvoir, ils peuvent le détruire. C'est la crainte de tous les dictateurs. Il faut dire que Poutine est un ami de la famille. Le père de Ksenia Sobchak, ancien maire de Saint-Pétersbourg, a été le mentor de Poutine. Du coup, beaucoup la soupçonnent d'être manipulée par le Kremlin pour offrir une apparence de compétition.
Merci de nous avoir suivis. Merci de votre fidélité. On se retrouve demain à la même heure. Bonne journée à tous.